Salut à tous, la Coupe du Monde 1958 avait fait naître un joyau de couleur jaune, âgé de 17 ans et du nom de Pelé, mais avant de monter sur le trône, le roi Pelé doit profiter des éditions suivantes pour s'inscrire dans l'histoire de ce sport. Quel sera l'avenir de la pépite brésilienne et quels sont les autres acteurs ayant marqué le foot des années 60? Bienvenue pour ce 6ème épisode de Rétro. Pour la 7ème édition du mondial, la FIFA confie l'organisation au Chili, grand territoire de 6000 km pour seulement 8 millions d'habitants. Ce choix assez imprévisible est toutefois en adéquation avec l'éthique du tournoi, promouvoir le football dans les pays jugés sous-développés. Cette décision est aussi prise sous la contrainte d'un dilemme. Après 2 éditions en Europe, les fédérations américaines menacèrent la FIFA de boycotter la compétition. Mais le 22 mai 1960, le sud du Chili est frappé d'un puissant séisme, le plus fort jamais enregistré dans l'histoire. De quoi venir fortement contrarier les préparatifs à seulement quelques mois du mondial. Ce dernier aura finalement bien lieu grâce au dévouement assez exceptionnel des Chiliens pour reconstruire leur stade. Sur son continent, le Brésil veut conserver son titre, mais un joueur est particulièrement attendu, tant il éblouit le monde du foot depuis la dernière édition. Champion du Brésil avec Santos, 58 buts en 33 matchs. On parle bien sûr de Pelé. Pour protéger son joueur des offres venant de clubs européens, le gouvernement brésilien le déclare alors trésor national non exportable. L'engouement autour de Pelé pour ce mondial 1962 est donc fort, mais il sera malheureusement de courte durée. Lors du deuxième match, la star brésilienne se blesse musculairement après une frappe. Fin du tournoi pour lui, son absence placera en revanche sur le devant de la scène un autre Brésilien, Garrincha. Lors du mondial 1958, son talent était passé dans l'ombre de l'éclosion de Pelé. La compétition 1962 le placera à son tour au sommet de son art, qu'il maîtrise mieux que personne, le dribble. Au Brésil, Garrincha est le nom d'un petit oiseau vif qu'il est difficile de mettre en cage. Sur le terrain, le Brésilien est lui aussi insaisissable. Ses fulgurances balle au pied lui permettent d'éliminer n'importe quel vis-à-vis. Il s'inscrit dans l'histoire du football comme le meilleur dribbleur de l'histoire de ce sport. Cette magie balle au pied, il la consacrera également au service de ses coéquipiers. Face à l'Espagne, il offre le but de la victoire à son partenaire après avoir dribblé 2 adversaires. En quart de finale contre l'Angleterre, le Brésilien marque à 2 reprises et offre une passe décisive. Et porté par un Garrincha à l'apogée de son talent, la Seleção semble intouchable. Cette invulnérabilité la conduira jusqu'au titre suprême, victorieuse de la Tchécoslovaquie en finale. Le Brésil est à nouveau champion du monde et incontestablement, Garrincha reçu la récompense du meilleur joueur du tournoi. Pour le football, la décennie 1960 fut une période dorée à l'origine de plusieurs joueurs historiques. Franz Beckenbauer est l'un d'eux. Le jeune Allemand commence le foot à l'âge de 9 ans et poursuit une partie de sa formation au SC 1906 Munich. Je vais vous le dire à la française, c'est plus simple. À cette époque, il s'agissait du club majeur de la ville bavaroise et Beckenbauer rêvait de rejoindre l'équipe pro. Mais le jeune Allemand connaîtra un destin totalement imprévisible et ce dès ses 14 ans. Soumis à des problèmes financiers, le SC 1906 Munich n'avait plus les moyens de diriger ses équipes jeunes. Beckenbauer et ses coéquipiers prirent alors une décision, rejoindre le 1980 Munich, autre club de la ville, après le tournoi de Nobiberg. Le hasard fit que son équipe et lui rencontrèrent le 1980 Munich en finale du tournoi. La tension s'intensifia au fil du match jusqu'à ce qu'une altercation éclate entre Beckenbauer et un joueur adverse, un événement anodin mais qui sera un tournant dans la future carrière du jeune Allemand. À l'issue de cette rencontre, il choisit alors de rejoindre un autre club de la ville, beaucoup moins coté à l'époque, le Bayern Munich. Beckenbauer évolue pour la première fois chez les pros à seulement 18 ans. Il joue alors au rôle d'ailier, son poste de formation. Il trouvera ensuite une place de titulaire dans le 11, mais un poste plus reculé, celui de milieu de terrain. Dans cette nouvelle position, il excelle et s'ouvre les portes de la sélection allemande. À seulement 20 ans, il apparaît pour la première fois avec la Mannschaft dans un match crucial de qualification pour le mondial 1966. Le 26 novembre 1965, son équipe s'impose 2-1. Les Allemands ne le savent pas encore, mais ils viennent de découvrir une future légende du football. Mais surtout, aucun d'entre eux ne se doute que Beckenbauer, ailier de formation, deviendra un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Zlatko Kaszkowski, son entraîneur au Bayern, choisit de le reconvertir à un poste de libéro. Pour rappel, le libéro est un joueur positionné en retrait de la ligne défensive de son équipe. Il est notamment l'homme fort du Catenaccio italien, où il joue le rôle de dernier défenseur chargé de combler les brèches. En lui confiant ce rôle, son coach ne le voit pas en revanche de cet œil. Beckenbauer doit être un atout offensif et mettre son élégance balle au pied au service de l'équipe. Joueur donc le plus
plus reculer sur le terrain, il est un mirador qui voit le jeu et distille des ballons précis à ses coéquipiers. Exempt de tout marquage, il est également libre de combiner en 1-2 successives avec ses partenaires, jusqu'à se retrouver parfois face au cage adverse. Doté de qualités défensives exceptionnelles, Der Kaiser comme il était surnommé, s'inscrit comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire du jeu. Une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe avec la Mannschaft, 4 titres de champion d'Allemagne, 4 Coupes d'Allemagne, 3 Coupes des clubs champions et d'autres trophées avec le Bayern, son palmarès est à la hauteur de son talent. La 8ème édition du mondial sonnera les retrouvailles entre le football et sa terre de naissance, l'Angleterre. La Coupe du Monde 1966 réserve un scénario inattendu, et ceci avant même le commencement de la compétition. Lors d'une exposition au Westminster, le trophée Jules Rimet disparaît. Une chasse au trophée s'engage alors dans tout le pays pour retrouver le précieux objet. La fédération anglaise fait concevoir une réplique du trophée au cas où l'original n'aurait pas été retrouvé à temps, mais il n'aura fallu finalement qu'une semaine pour retrouver la coupe. Qui l'a retrouvé? Un petit chien nommé Pickles. Alors que ce dernier se promenait avec son maître dans un jardin du sud de Londres, son flair le pousse à déterrer un paquet emballé de papier journal. À l'intérieur se trouve le trophée Jules Rimet dans un état intact. Pickles est acclamé comme un héros national en Angleterre et son collier sera d'ailleurs exposé au National Football Museum de Manchester. La disparition de la Coupe du Monde reste encore aujourd'hui un mystère. Le 11 juillet 1966, la Coupe du Monde est enfin lancée. Le Brésil, vainqueur des 2 dernières éditions, est le grand favori. Après son retrait du mondial 62, Pelé a soif de revanche et a une nouvelle fenêtre pour sublimer son talent aux yeux du monde, mais l'attaquant doit dérouler sa partition sous des agressions multiples de ses adversaires qui ont fait de la pépite brésilienne leur cible prioritaire. D'entrée contre la Bulgarie, les joueurs bulgares annoncent la couleur et lui font subir un traitement de choc. Malmené, le Brésilien sera forfait pour le 2e match contre la Hongrie, et sans lui, le Brésil s'inclinera 3-1. Cette grosse déconvenue place alors le favori de la compétition dos au mur. Il doit battre le Portugal de 2 buts. Au coup d'envoi, Pelé est bien sur la pelouse. Le joueur portugais, João Moraes, ne l'épargne pas et tâtle le jeune Brésilien jusqu'à ce qu'il se blesse. Le Brésil perd ce match 3-1. Pelé blessé, Garrincha l'ombre de lui-même. Le Brésil sort alors du mondial 66 par la petite porte. Mais la compétition, elle continue en phase finale pour l'Angleterre, la RFA, l'Union soviétique, le Portugal, mais aussi la Corée du Nord. En ce qui concerne cette dernière, c'est une sacrée surprise car la sélection nord-coréenne joua le premier match de son histoire seulement 2 ans avant le tournoi. Au début de la compétition, sa cote était évaluée à 1000 contre 1. Défait 3-0 d'entrée contre l'Union soviétique, elle crée la surprise conservant le match nul face au Chili, dans un match de la mort face à l'Italie, où le vainqueur remporte son billet pour la phase finale. La discipline militaire des Nord-Coréens leur permet de battre la sélection italienne sur le plus petit des scores, 1-0. Mais la Corée du Nord continue sa folle aventure en quart de finale contre le Portugal. Elle ouvre le score dès la première minute, double la mise à la 22e et inscrit un 3e but 3 minutes plus tard. À la demi-heure de jeu, la Corée du Nord mène 3-0, mais Eusebio, la star portugaise et dernier détenteur du Ballon d'Or, sèche la surprise coréenne en inscrivant un quadruplé. À l'heure de jeu, le score est de 4-3 pour le Portugal. La Corée du Nord ne s'en remettra pas et sera défaite 5-3 score final. Dans le même temps, à Wembley, un autre quart de finale oppose l'Angleterre et l'Argentine. Alors que la brutalité s'exacerbe sur la pelouse, l'arbitre expulse le capitaine argentin Antonio Ratin. Ce dernier, accusant l'arbitre allemand de favoriser les Anglais, refuse alors catégoriquement de quitter la pelouse. Canaston, superviseur des arbitres anglais, intervient mais celui-ci ne fait qu'accroître la tension sur le terrain. Le match est suspendu pendant plusieurs minutes, au bout desquelles Ratin quittera finalement le terrain, escorté par la police anglaise. L'Angleterre remportera finalement le match 1-0 sur un but suspecté d'une position de hors-jeu. Ce match sera nommé El Robo del Siglo en Argentine, alors que l'entraîneur anglais Alf Ramsey comparera les Sud-Américains à des animaux. Pour ne plus reproduire le problème, le carton jaune et le carton rouge seront créés. Malgré cette controverse, le pays hôte continue de faire honneur à son public en atteignant la finale. À un match du titre, l'Angleterre doit encore battre la RFA, récente vainqueur de l'Union soviétique dans une demi-finale symbolique de la guerre froide. Les Allemands ouvrent le score, mais l'Angleterre égalise rapidement. En seconde période, le match reste indécis, mais Peters vient délivrer le public de Wembley en inscrivant le but du 2-1. À 10 minutes du terme, les Anglais prennent une sérieuse option pour le titre, mais à quelques secondes de la fin, ils craqueront et la RFA égalise. Une prolongation aura donc bien lieu et ces 20 minutes supplémentaires seront les plus controversées de l'histoire de la Coupe du Monde. À la 101e minute, l'ailier droit anglais Hurst frappe la transversale, le ballon rebondit sur la ligne de but et ressort. L'enjeu est gigantesque et l'arbitre est incapable de prendre une décision et se réfère alors à son juge de touche. Après délibération, le but est accordé, la RFA est sous le choc et ne s'en relèvera pas.
Hurst en profite pour s'offrir un triplé à la 120e minute et devenir le premier joueur de l'histoire auteur de 3 buts en finale du mondial. 4-2 score final, l'Angleterre est championne du monde. Kenneth Wolstenholme, commentateur de la BBC, scellera le sacre anglais par ses mots devenus historiques en Angleterre. And here comes Hurst. He's got some people are on the pitch. They think it's all over. It is now.